Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mom You Rock. Mom You Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuse. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ces parcours ne le prouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de 2 petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti! Aude, c'est l'illustration parfaite de la fameuse expression « quand on veut, on peut ». C'est en cherchant en vain un outil pour accompagner ses élèves à développer leur talent d'écriture qu'elle s'est mise en tête de le développer elle-même. J'ai été impressionnée par l'aisance avec laquelle elle jongle entre concepts et jargon technique et la passion qui l'anime. Elle a commencé petit, mettant en pratique le test and learn, a porté la coiffe d'élèves à son tour en se formant auprès de brillants mentors pour s'intégrer ensuite avec brio dans l'univers de la tech. Univers où le nombre de femmes à la tête d'une entreprise reste encore bien trop marginal, mais ça, c'est un autre débat. Son application Plume s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans en leur permettant de développer et de renforcer leurs compétences en expression écrite, et surtout de leur redonner goût à l'écriture en laissant libre cours à leur créativité. Elle compte aujourd'hui plus de 30 000 inscrits et fait partie du programme de l'éducation nationale. Avec Aude, nous sommes revenus sur la genèse de ce projet, sur la manière dont elle a testé son idée auprès des parents d'élèves et des professeurs, #LeanStartup, de l'importance et de la force des réseaux, humains et non sociaux, comment elle a géré le boom des téléchargements de son application pendant le confinement et de ce fait de son activité, tout en ayant les enfants à la maison. Et surtout, d'avoir une force de conviction et une foi inébranlable en son projet, même quand le pape de l'entrepreneuriat en France, Oussama Hamar, te dit que ça ne marchera pas. Je vous laisse découvrir l'intégralité de notre échange. Je compte sur vous pour le partager au maximum. Bonne écoute! Bonjour Aude. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis avec Aude Guénaud, professeure en collège et lycée depuis 12 ans. Depuis 12 ans, c'est ça, hein? 12 ans, oui. Ok. Tu es diplômée en psychologie clinique et tu as été formée à la méthode Montessori mention enseigner la langue. Ton application Plume s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans, donc ce qui leur permet de développer ou renforcer leurs compétences en expression écrite, et surtout de leur redonner goût à l'écriture en laissant libre cours à leur créativité. Comment ça se passe? Donc, ils imaginent et coécrivent des histoires à choisir entre plusieurs univers magiques. Ton application existe depuis 2017 et est déjà intégrée au programme de l'éducation nationale. Jusqu'ici, tout est bon? Tout est bon. Super, bah écoute, je te laisse te présenter. Je précise juste que tu es maman de 3 enfants. Arthur, 10 ans, Bertie, 9 ans et Hortense, 4 ans. Alors, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et nous présenter ton activité? Alors, mon parcours, il est assez classique puisque j'ai fait 2 ans de classe préparatoire, Hippocagne-Cagne. Ensuite, j'ai fait un master de lettres modernes. J'ai passé le CAPES, l'agrégation, et ensuite j'ai enseigné dans un premier lycée. Voilà, et je suis complètement tombée amoureuse de ma première classe. Donc j'ai eu une passion pour enseigner et pour transmettre. Vraiment, j'ai adoré. De sorte que j'ai voulu un petit peu approfondir ces sujets-là. En me formant à la pédagogie du projet. Voilà, donc ensuite j'ai repris mes études, j'ai fait un master de psychologie clinique, je me suis formée à la pédagogie Montessori, et nous voilà chez Plume. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Tu passes quand même du monde de l'éducation nationale à entrepreneur aujourd'hui dans la tech. En fait, c'était pas prémédité, donc ça fait souvent sourire mon associé Thomas et Benjamin, c'est que c'était pas du tout prémédité. Initialement, j'avais vraiment un projet et je voulais le développer, je voulais voir si c'était un projet qui intéressait des gens. Je me suis jamais dit tiens, je vais créer une entreprise. En fait, je cherchais un outil qui permettrait aux enfants de développer leur capacité en expression écrite. Parce que à un moment donné de ma carrière d'enseignante, il m'est apparu que c'était totalement
inestimable pour un enfant de bien savoir écrire. Et on sait aujourd'hui qu'un enfant qui sait bien écrire, c'est un enfant qui réussit sa scolarité. Donc on sait que c'est hyper important. C'est totalement déterminant en réalité. Et pour autant, on n'a pas d'outils pour accompagner vraiment d'une façon hyper personnalisée les enfants pour développer ce talent-là. Alors qu'entre 8 et 12 ans, c'est la période la plus favorable puisque c'est la période sensible chez Maria Montessori. Et on a tout le loisir de le faire puisque les outils numériques aujourd'hui nous apportent vraiment une capacité de personnaliser les outils qui est extrêmement intéressante. Et puis, quand on enseigne, on se rend compte que les profils des enfants sont très disparates. Il y a des enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages. Il y a vraiment une nécessité de personnaliser. Oui. Et tu parles notamment d'accompagner aussi les enfants dyslexiques et dysgraphiques. Est-ce que tu peux revenir? Exactement. En fait, aujourd'hui, il y a un enfant sur 10 qui rencontre des troubles des apprentissages. Donc, les troubles des apprentissages, en fait, c'est un spectre qui est extrêmement large, qui va, d'un enfant qui rencontre des troubles orthophoniques très simples, tout à fait rééducables. Donc, ça peut être la dyslexie, donc c'est la difficulté vraiment, en fait, à encoder au moment de la lecture. Donc ça, c'est jusqu'à la dysgraphie. Donc ça, c'est la difficulté à produire un geste graphique extrêmement clair. D'accord. Mais en fait, ce sont des réelles pathologies. Les enfants font pas exprès, etc. C'est juste que ils ont cette incapacité qu'il faut rééduquer pour les aider. D'accord. Et il y a des enfants qui arrivent vraiment pas. Et même avec de la rééducation, ça fonctionne pas, de sorte qu'il faut mettre à disposition de ces enfants des outils pour les mettre dans des situations de réussite. Sinon, il y a des savoirs et des apprentissages fondamentaux auxquels ils n'accéderont pas, comme par exemple l'écriture, la rédaction de phrases complexes, etc. Donc, nous, notre sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour réenchanter l'écriture pour tous les enfants, et aussi ceux qui vont être un petit peu écartés de l'écriture de par leurs difficultés orthophoniques. Quel outil on leur propose pour faire de l'écriture toujours un moment joyeux et créatif, parce qu'en fait, c'est ce qui devrait être. D'accord. Et aujourd'hui, tu as combien d'utilisateurs sur ta plateforme? Alors, on a passé la barre des 30 000 inscrits, là. Avec plus de 10 000 enseignants inscrits. D'accord. Et tu travailles, donc j'ai vu que tu travailles avec une équipe d'orthophonistes aussi, on en parle un instant. Donc comment tu constitues ton équipe en fait? Alors en fait, on est une équipe de 8 aujourd'hui chez Plume. Donc il y a une prédominance tech très forte parce que on est un outil technologique et on est en train de mettre en place vraiment de la recherche et développement pour aider justement le mieux possible ces enfants. Avec un outil qui doit être extrêmement fluide pour les aider. D'accord. Donc on a un directeur artistique, une équipe technique, donc on est 8. Et à côté de ça, on a une directrice. Dans notre équipe, on a une directrice pédagogique qui est Juliette, qui est une ancienne collègue à moi d'ailleurs que j'ai recrutée. Et en fait, Juliette, elle gère toute la partie avec les correcteurs, c'est-à-dire qu'elle forme vraiment des correcteurs qui vont relire les écrits des enfants, leur dispenser des conseils, etc. Donc ça, c'est pas des gens qui font partie à proprement parler de notre équipe, c'est un écosystème en fait qu'on a constitué. C'est un espèce de comité. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, on a un Slack avec eux. D'accord. Donc avec des channels sur des sujets, etc. Et on parle de correction, de contenu, d'écrits prometteurs, de qu'est-ce qu'on fait dans cette situation. Ce sont des personnes qui vont relire les écrits des enfants, qui vont proposer des solutions, qui sont des spécialistes. Alors, ce sont des enseignants pour la plupart. On a aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans la littérature jeunesse. D'accord. Et on a des orthophonistes qui travaillent avec nous. D'accord. Donc chaque enfant a une correction personnalisée. Ouais, exactement. J'ai présenté un petit peu comment fonctionne l'application, mais reviens en détail un petit peu. Alors, comment ça se présente? Donc il y a des univers qui sont dédiés à des tranches d'âge, parce que c'est super important pour nous de mettre tous les enfants en réussite. Donc par exemple, je sais pas, la tranche d'âge la forêt enchantée, les 8-9 ans. Donc si votre enfant a entre 8 et 9 ans, il rentre dans la forêt enchantée, il va choisir le début d'histoire qui lui plaît. Donc je sais pas, ça peut être le capitaine Piratouille par exemple, un best-of chez nous. Il va lire le premier chapitre ou il va l'écouter. Et pour accéder à la suite, il va lui-même écrire. Donc, on va lui assigner en fait une tâche d'écriture. On va lui dire,
comment se déroule la bataille entre Piratouille et les corsaires. D'accord, donc elle est quand même guidée dans exactement. le processus d'écriture. Ouais, parce qu'on veut vraiment que l'enfant soit en réussite. Il peut consulter un résumé, il peut consulter des phrases d'amorce, il peut consulter des astuces d'écriture. Enfin, il y a tout un panel de choses pour l'aider. Et ensuite, il va écrire 7 chapitres. Donc, nos histoires sont toujours en 7 chapitres. Et à la fin des 7 chapitres, il envoie son histoire à quelqu'un qui va le relire et qui va lui proposer des conseils pour s'améliorer en expression écrite. D'accord. Voilà. Et puis, une fois que son histoire a été relue, qu'il a reçu des conseils, eh bien, en fait, on lui propose d'éditer son livre. C'est super, ça. Donc, ouais. Avec le format papier de sa exactement. Tout à fait. Super. Ok. Quelle a été la réaction de ton conjoint et de ton entourage quand tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, mon mari, au début, je me rappelle très clairement de sa réaction. En fait, j'ai eu l'idée de Plume quand on était en vacances, donc en Écosse, et je cherchais un outil pour faire écrire mes élèves et je le trouvais pas. Et j'ai passé la nuit à le chercher. Je me disais, mais c'est pas possible en fait, ça existe forcément. Enfin, c'est tellement évident qu'on a besoin de cet outil. Je comprends pas que ça n'existe pas. Ça existe forcément. Quelqu'un a déjà eu cette idée, c'est évident. Et en fait, au bout d'une nuit, je trouvais pas. Et je me suis dit, franchement, j'ai l'habitude de rechercher. Enfin, honnêtement, ça n'a pas pu te bourrer. Si ça existait, je l'aurais trouvé, je pense. Donc je ne le trouvant pas, je me dis, il y a besoin de cet outil. Je vais créer cet outil. Et mon mari se lève, donc j'avais vraiment pas dormi de la nuit. Et je lui dis, écoute, j'ai trouvé quelque chose qui va changer ma vie. Il a éclaté de rire. J'ai dit, écoute, tu n'es pas prêt, mais ça n'est pas grave. On en reparlera plus tard. Et donc, mais je voulais dire changer ma vie, je voulais dire quelque chose qui va, un nouveau projet, quoi, quelque chose qui me tient à cœur, qui me paraît vraiment essentiel, quoi. Je pensais pas du tout, changer de vie vraiment, changer de métier. Je pensais à quelque chose qui allait changer, ma façon de voir les choses. Voilà. Et donc il a rigolé, je lui ai dit écoute, t'es pas prêt, et on en parle encore de cette conversation parce que c'est assez amusant. Et 2 mois plus tard, donc j'ai jamais quitté cette idée, j'ai rencontré des influenceurs profs pour savoir quel genre d'application ils utilisaient, etc. Je savais pas que ça existait, ça, des influenceurs profs. Mais oui, mais il y en a beaucoup. Tu les trouves où? Sur Insta, ouais. Et en fait, ça m'intéressait de savoir, comme j'étais enseignante, je connaissais ces personnes. Et ça m'intéressait de savoir quelles applications ils utilisaient, quel était le milieu de la EdTech et tout ça. Et à chaque fois que j'expliquais mon idée, les gens me disaient ah ouais c'est chouette, etc. Super. Donc du coup je me suis dit on va essayer. Donc j'ai ouvert une page Facebook en me disant franchement je vais proposer des histoires à compléter et je vais bien voir si ça intéresse des gens. Et en fait ça intéressait les gens. Mais au début je pensais vraiment que ce serait un projet. Donc je parlais de ça comme d'un projet un peu à tout le monde en disant c'est mon nouveau projet, comme si j'avais dit, je reprends mes études ou je sais pas, quelque chose qui accompagnerait ma carrière d'enseignante. Et donc ça a duré comme ça pendant 1 an. Sauf qu'au fait, au bout d'1 an, ça avait pris de telles proportions que je pouvais plus du tout continuer à enseigner. C'était devenu beaucoup trop chronophage et du coup tu t'es lancée à exactement, ouais. Super. Quel a été ton plus grand challenge au moment de ton lancement? Parce que t'es pas issu du monde de la tech. Comment tu as opéré ta transition professionnelle? Je sais pas, j'ai jamais comment j'ai opéré. En fait, au début, je voulais parler à un maximum de personnes. Donc je me disais pas que j'étais dans un moment de transformation professionnelle. Je me disais il faut que je rencontre un maximum de personnes pour comprendre comment ça fonctionne. Donc j'allais aux soirées, aux meet-up. Je me rappelle, j'étais à une soirée de EduCapital, donc c'est un fonds de la tech. J'allais sur les salons. J'allais et je rencontrais plein de gens. Et puis de fil en aiguille, finalement, je commençais à croiser telle et telle façon de fonctionner. J'ai rapidement trouvé une façon de créer mon outil, ce qu'on appelle un MVP, mais je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Mais j'ai rapidement trouvé une façon de tester si des personnes seraient intéressées. Donc, en fait, j'avais écrit sur un PowerPoint. J'avais écrit des histoires sur un PowerPoint. Non, mais quand j'y pense, c'est une histoire vraie. Là, vraiment, la stratégie de Lean Startup. Ouais, exactement. Mais j'ignorais, quoi. Mais en fait, j'avais écrit des histoires sur un PowerPoint. Et j'avais dit sur ma page Facebook,
est-ce que ça vous intéresse de recevoir des histoires à compléter? Et si oui, dites-le moi. Et j'avais récolté, je sais pas, une 60aine d'adresses mail, ce qui est quand même énorme en fait quand j'y pense. Donc 60 personnes à qui on envoyait le PowerPoint, ils complétaient le chapitre 1, je le corrigeais, j'envoyais le chapitre 2, etc. Toutes les corrections? Ouais. Wow. Ouais. Mais non, mais en fait, les gens, ils disaient des trucs hyper intéressants. Ils disaient, ah ben oui, mais ça serait bien de pouvoir accéder à la suite tout de suite. Enfin, super, on t'as eu des retours en live, en fait. Exactement. Ça permettait d'ajuster. Complètement. Et après, donc, j'ai rencontré mon associé Thomas dans un concours de circonstances complètement rocambolesque. Et Thomas m'a dit bon bah si t'es suffisamment folle pour envoyer des PowerPoint, franchement Allez, go. on va y aller parce que ça va bien fonctionner entre nous. Il est issu du milieu de la tech ou... Ben oui, parce que lui pour le coup il venait de faire le wagon et donc d'accord. Donc le wagon c'est une école en fait de formation au code en fait. Exactement. Pour ceux qui connaissent pas. Ok. Super. Et donc, est-ce que tu as bénéficié d'un accompagnement? Est-ce que tu as fait partie d'un réseau au moment de ton lancement? On peut dire le nom des réseaux là? Oui, bien sûr. Ok. En fait, quand j'ai rencontré Thomas, il a développé le site très rapidement. Et je me rappelle très bien quand il a eu fini de faire le site. Je me rappelle très bien, on était à Bastille. Il m'a dit bon, maintenant Aude, je vais t'expliquer le référencement naturel. Et là, je me suis dit, de quoi il me parle? De quoi il me parle? Je me suis dit, mais je vais jamais m'en sortir parce que si j'y connais rien, en fait, je pourrais jamais parler avec des gens. Donc, il va falloir que je me forme. Donc, j'ai trouvé une école de formation en ligne pour me former au marketing digital pour commencer. D'accord. Et cette formation présentait des sortes de rendez-vous, des meet-up, enfin des conférences où on pouvait se rendre. D'accord. Et donc moi je trouvais ça super intéressant parce que j'étais soucieuse vraiment de comprendre comment ça fonctionnait, qui évoluait dans ce système. Donc je m'y rends. Et puis là, une des invitées, c'était Alice Zaguri. Donc moi, ne connaissant personne, je savais même pas qui était Alice Zaguri, je savais même pas ce que c'était Exofamily, je connaissais rien, je connaissais personne. Donc j'y vais, je vais la voir, je lui dis bah écoute bonjour, moi je suis prof, je veux monter cette application, j'en suis là et tout. Et Alice, qui est la gentillesse même et la sensibilité même, me dit oh là là, une prof entrepreneur j'en ai pas, tu devrais venir chez The Family. Super. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré Alice Zaguri et que je suis rentrée chez The Family. Après avoir candidaté et avoir été rejetée, et j'ai dit ah non mais c'est pas possible. Non c'est pas possible, c'est pas ça qu'on s'était dit. Alice a dit bon attends viens. Et après elle m'a présenté Oussama et Oussama a dit non mais tu vois bien que ça va jamais marcher son truc. Et elle n'y croyait pas? Non mais parce que c'était pas l'éducation Oussama c'est pas son. C'est pas le fer de lance. Non voilà il y pensait pas trop et puis il me disait voilà. Et puis je lui ai dit ah non mais moi je veux vraiment rentrer et tout. Puis Alice lui a dit non mais tu vois bien que on peut pas passer à côté d'elle et tout. Puis Oussama a dit bon bah prends-la si tu veux. Bon c'est comme ça que j'ai rencontré Alice. Bon bah qu'est-ce que tu y tiens? Exactement. Et alors quand on est reparlé avec Oussama l'été dernier, en septembre dernier, il a rigolé, il m'a dit franchement j'aurais jamais cru que voilà. Ah là la belle revanche. Non mais c'était hyper amusant parce que j'ai dit tu te souviens? Je m'en souviens parfaitement. Franchement j'aurais jamais cru que tu réussirais. Comme quoi. T'as bien fait de forcer, de croire en. Mais complètement. Et donc je connaissais rien ni personne, mais en tout cas The Family ça m'a apporté en fait les premières briques de qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit startup. Comment C'était un programme d'accompagnement du coup? C'était pas du tout un programme, mais en fait donc on s'est installé, donc j'ai quitté l'éducation nationale, on s'est installé, quand je dis on, moi et un stagiaire et Thomas, c'est déjà pas mal. C'était pas non plus une énorme boîte. Donc on s'est installé chez The Family, mais ce qui a été très fort pour moi, c'était toutes les personnes que je voyais, qui me parlaient. Et le réseau. Exactement. En fait, je comprenais que la seule chose qui devait m'intéresser, c'était pas, je sais pas, avoir un article de presse, je sais pas quoi. La seule chose qui devait m'intéresser, c'était comment je fais pour avoir des utilisateurs, comment je les fais payer. Enfin, tout ça, c'était exactement. Tout ça, c'était super. Ça nous a véritablement lancé ça. Okay. Parce que pour moi, ça a été un fort moment d'acculturation en fait au milieu tech.
Et puis une ouverture de réseau très très forte parce que évidemment je connaissais personne. Comme quoi on peut partir de zéro au niveau connaissance et évoluer. Mais bien sûr. Et moi je crois très fortement que la seule chose qui compte honnêtement sont les capacités personnelles et la détermination. Oussama il dit souvent que la seule chose qui compte pour un entrepreneur c'est son intensité. Mais moi je crois beaucoup à ça, c'est que finalement qu'est-ce qui vous empêche d'aller taper à la porte en disant moi j'ai envie d'apprendre quelque chose, rien en fait. Rien. Donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Et tu fais aujourd'hui partie de l'incubateur. Ça se dit Willa ou Willa d'ailleurs? Willa. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors Willa, c'est un accélérateur porté sur l'inclusion, puisque comme tu le sais, les femmes ne sont pas majoritaires dans la tech. Donc c'est un accélérateur qui a pour mission de développer une plus grande diversité dans la tech, et donc qui pour ça propose des programmes qui accompagnent les sociétés qui ont une femme founder comme associée. Et donc avec Thomas, on a candidaté à ce programme. Voilà, il y avait plusieurs programmes. Il y a Willa Scale, Willa Start, je crois. Voilà, et puis il y a aussi un espace de coworking. Donc nous, on a commencé à l'espace de coworking au tout début. Au tout début, on voulait juste faire partie de cet écosystème parce qu'il y a plein de startups très inspirantes. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on s'est dit que c'était intéressant pour nous de bénéficier d'un des programmes parce qu'il en fait, ils mobilisent beaucoup de ressources, beaucoup d'experts sur des problématiques très ciblées, je sais pas, marketing, RH, financement, etc. Donc, quand on a besoin de quelque chose, on a une personne, un référent, et on peut dire, la problématique du moment, c'est que je ne sais pas faire des Facebook Ads, je sais pas, n'importe quoi. Et du coup, t'es un expert. Exactement. On peut solliciter quelqu'un pour travailler des sujets. D'accord. Le nombre de téléchargements de l'application Plume a fait un bond immense pendant le confinement, plus 169%. C'est une des rares entreprises pour qui, malgré les circonstances, elle a un impact plus ou moins positif. Comment ça s'est passé niveau business? En fait, c'était incroyable. C'était une période très très intense. Dès que le président de la République a annoncé le confinement, on a vu un saut chez les enseignants immédiat. On avait prévu un séminaire, bon, bien évidemment, comme c'était le confinement, on allait l'annuler, mais on a senti que il allait falloir. Donc, en fait, on a commencé à s'organiser. Le pic a été tel qu'en fait, on avait peur tout simplement de faire sauter nos serveurs. C'était très dur de maintenir l'application. Donc heureusement ça a fonctionné. On avait 5000 chapitres commencés par jour. C'était ahurissant. On avait 50 000 personnes par jour. C'était intense. C'était très très fort. Donc une très très forte demande. On est passé de 2700 profs à 10 000 en une dizaine de jours. Voilà, donc c'était très intense. On a tous arrêté ce qu'on était en train de faire. On a fait tous du support client. D'accord. Sauf le CTO, donc Adrien, qui passait son temps à dire il faut pas que ça crache, il faut pas que ça crache. C'est pas le moment. Donc voilà, donc c'était très intense. Je pense on était tous très concentrés pour que ça tienne et pour donner un maximum de service en fait aux gens parce que c'était un sujet en fait l'école pour que ça soit le plus fluide possible avec les parents. Exactement. Donc pour aider un maximum. Et d'ailleurs, comment tu gères avec tes propres enfants que tu avais à la maison aussi? Alors ça a été hyper compliqué parce que donc j'ai 3 enfants, mais 3 enfants avec 3 maîtresses et 3 maîtresses qui avaient des ambitions. Je les comprends très très fortes. Étant moi-même enseignante, je comprends. Mais le truc, c'est que moi, je trouvais que la période était déjà très stressante et que je trouvais que les ambitions de l'école sont certes importantes, mais ne devaient pas être démesurées. Et honnêtement, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup. Même ma dernière, donc il y a 4 ans, Hortense, en petite section de maternelle, elle avait un programme. Ah oui. Mais incroyable. C'est-à-dire que
la maîtresse, elle envoyait du contenu, etc. Il fallait montrer ce qu'on faisait. Du coup, ça générait des problématiques d'outils parce que moi, je travaillais, je pense, 20 heures par jour. Parce que, sincèrement, moi, mon mari a été un saint, c'est que, en fait, il a vraiment pris le relais parce qu'il voyait que moi, je pouvais vraiment pas, ça devenait compliqué. C'était trop compliqué. Donc, en fait, pendant, je pense, 15 jours, j'avais même du mal à trouver du temps pour dormir, etc. Enfin, c'était vraiment. Par jour, c'est énorme. Non, mais c'était, franchement, il y avait des jours où je m'endormais habillée. Enfin, c'était incroyable. Ça devait être épuisant. Non, mais c'était épuisant. Non, mais je dis 20 heures, c'est peut-être 15, mais c'est pas mal. C'était 15 heures intenses avec 3 enfants à gérer. Exactement. Donc je dois dire que de ce point de vue-là, j'aurais pas pu faire ce qu'on a fait sans mon mari, qui a été déjà très compréhensif. Et ensuite, c'est pas un rythme qu'on aurait pu poursuivre parce que personne peut tenir un tel rythme. C'est trop effréné. Donc voilà, donc ça c'était compliqué. Ensuite, je pense que voilà, chacun faisait comme il pouvait. C'est-à-dire que je pense que les maîtresses elles cherchaient aussi à très très bien faire. On avait des problèmes de matériel, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, nous, je pense qu'on est bien outillés. On a 2 Mac et 2 tablettes, qui est quand même au-dessus de ce que la plupart des gens ont. Et pourtant, il fallait que Hortense ait un iPad, Bertie un iPad, que chacun ait son outil pour pouvoir Exactement. Travailler. Donc en fait, je me retrouvais dans des situations où j'avais des calls, mais j'arrivais en retard au call parce que Hortense faisait un zoom avec la maîtresse. Donc, en fait, c'était un peu rocambolesque. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était trop, franchement. C'était trop intense, que c'était pas forcément adapté à la exactement. situation. Voilà. Mais c'est personnel, hein. Je pense que c'est aussi parce que je pense que je ressentais aussi beaucoup l'angoisse des enseignants. Il y avait l'angoisse de l'équipe. Je trouvais qu'il y avait pas lieu non plus de dramatiser sur le fait que les enfants allaient peut-être moins travailler pendant 2 mois et demi. Il y avait plus important. Ouais, c'est ça. Justement, parlons-en. On a observé une certaine fracture numérique au moment du confinement, car il y a certains élèves malheureusement non équipés d'ordinateurs ou de tablettes, comme tu dis, et qui se sont retrouvés en décrochage scolaire. Comment ton application vise à réduire le fossé existant justement avec les enfants issus de milieux défavorisés ou qui sont isolés, qui n'ont pas d'accès facilement à Internet ou facilement des supports numériques? Ouais, alors ça c'est vrai que c'est un gros sujet. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose l'application gratuitement aux enseignants pour que tous les enfants puissent bénéficier de notre outil. Et même les enseignants qui sont peu ou pas équipés en tablette, il y a la possibilité en fait de faire écrire les enfants. Les enfants peuvent écrire la main sur plume. Et ensuite, les enseignants ils prennent en photo les écrits. D'accord. Donc t'as quand même t'as le côté digital, exactement. Mais aussi le côté papier. C'est important pour nous de pas avoir un regard clivant sur le numérique parce que déjà tous les enfants sont différents. Et ensuite parce que tout le monde n'est pas égal par rapport à ça et que il faut trouver des solutions pour que tous les enfants puissent y accéder. Ok. En France, 40% des élèves ont un niveau d'expression jugé trop faible au collège. On accuse souvent les outils numériques d'en être la principale raison. Comment tu fais pour convaincre les parents et les enseignants à faire usage du numérique justement dans l'éducation scolaire de leurs enfants et élèves? Ça rejoint un peu la question d'avant, c'est-à-dire que les gens, quand on parle de la fracture numérique, moi je pense aussi à ce qu'on appelle l'illettrisme numérique en réalité, c'est-à-dire que et le confinement l'a montré, on est quand même dans des situations où parfois les gens ont des outils mais ils n'ont pas appris finalement à naviguer, se connecter, etc. Donc c'est super important d'avoir la possibilité de développer des usages, qu'ils soient des usages pertinents du numérique. Donc ça c'est notre principal message, il est là, c'est de dire que de toute façon le numérique ne va pas disparaître. C'est sûr. Voilà, que il va falloir, il faut développer des pratiques qui vont mettre les enfants dans des situations de réussite, et surtout des pratiques où les enfants, ils vont déployer leur intelligence
avec le numérique. Donc et pas l'inverse quoi. Il faut et pas subir en fait le numérique. Donc exactement. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Est-ce que le plus intéressant c'est de fermer les yeux ou c'est de dire justement regardons ces outils, voyons comment en tirer le meilleur et servons-nous de ces outils pour déployer l'intelligence de nos enfants. D'accord. Ton application est intégrée au programme de l'éducation nationale. Comment son utilisation s'inscrit dans le parcours d'apprentissage justement de la langue et de l'écriture des élèves? Est-ce que tu vois ça comme un complément à ce qui existe aujourd'hui ou à une potentielle substitution dans le futur? Moi je vois ça comme un complément. Aujourd'hui dans le cycle 3, il y a une compétence qui s'appelle écrire avec le numérique. Donc nous on travaille très fortement. Je pense que il faut redonner à l'enseignant sa place qui est de créer des choses à haute valeur ajoutée. Un enseignant, il n'a pas de valeur à photocopier des polycopiés avec plein de polices d'écriture différentes ou produire des textes plus ou moins gros, etc. Ça, le numérique peut vraiment très très bien faire les choses. Pour moi, un enseignant, ça doit être un spécialiste de la relation avec les enfants et donc il doit imaginer des situations créatives d'écriture, il doit faire des projets, il doit être à côté de ceux qui en ont besoin, etc. Donc, pour moi, les outils numériques, ils permettent vraiment ça. Et quelle est la place justement je me posais la question, parce que j'ai quitté l'école primaire il y a bien longtemps. Quelle est la place du numérique aujourd'hui dans le système scolaire? Est-ce que les enseignants sont volontaires à l'utiliser ou au contraire est-ce qu'ils sont plutôt réfractaires, mal à l'aise à l'usage du numérique? Non, de plus en plus d'enseignants intègrent totalement à leur pratique le numérique et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais oui, ils l'utilisent de plus en plus parce que justement ils ont des enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages dans leur classe ou alors ils ont la nécessité d'avoir des supports divers en fait pour faire ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. Ils doivent multiplier les supports. Donc c'est quelque chose qui rentre de plus en plus fréquemment dans les classes. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui est plutôt facile, enfin c'est vu comme un facilitateur. Ouais. Ok. Revenons-en à toi, ressenti. Quelle est, selon toi, ta plus belle réussite jusqu'ici, depuis le lancement de l'application? La plus belle réussite, c'est, je pense, c'est la réussite de créer une équipe. Franchement, je suis émerveillée de mes collaborateurs. Alors parce que déjà j'ai 2 associés qui sont là depuis le tout début, donc Thomas et Benjamin. Vous êtes 3 du coup. Okay. Voilà, qui au début n'étaient pas associés avec moi, qui après beaucoup d'usure. Bon, ok. En fait, initialement Thomas, on n'avait pas du tout prévu d'être associés, et c'est après 1 an et demi que Thomas m'a dit, alors que je lui avais toujours proposé des parts, il m'a dit bon, en fait, d'accord. Finalement, je veux bien. C'est d'accord, voilà. Et Benjamin, il a toujours été là, mais c'était plus comme CTO, c'est ça? Benjamin, non, lui, c'est un advisor un peu business. Lui, il a jamais fait d'opérationnel dans la société, mais il avait fait HEC, il a travaillé chez EY et il a été toujours mon mentor un peu business. C'est-à-dire qu'en fait, faire un business plan, c'est lui qui m'a appris à faire ça. Faire des projections financières, c'est lui qui m'a montré, etc. Donc, ils sont là depuis le début. Thomas, ensuite, il a recruté Adrien, qui est notre CTO, qui est super, qui était au wagon aussi, qui est un ancien prof du wagon. Thomas, il a trouvé une illustratrice. Enfin, chacun a amené, moi, j'ai ramené Juliette, qui était une ancienne collègue, etc. Et finalement, on est arrivé à un équilibre d'équipe très, très chouette, où vraiment... je sens qu'il y a une osmose entre ces gens qui veulent la même chose en fait, qui veulent faire avancer le projet. Donc ça c'est vraiment la chose qui me touche en fait. Je suis vraiment heureuse de ça et pour l'instant je trouve que c'est parce que c'est dur de trouver des gens de partager sa vision et ça c'est la chose qui a été vraiment une belle réussite. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires à cette idée de s'associer parce qu'ils ont peur justement de ne pas trouver la personne, comme tu dis, avec qui partager cette même vision. Et il y a aussi la question de l'entente aussi qui est très importante. Mais complètement. Donc, c'est super que tu aies réussi à trouver 2 personnes. C'est pas facile du tout de recruter. Là, nous on recrute, c'est très difficile.
de rencontrer des personnes. Là, on recrute 3 personnes à la rentrée. En fait, c'est des personnes, je suis hyper contente parce que c'est des personnes qui ont été freelance avec nous. Ça s'est tellement bien passé qu'elles ont toujours continué à travailler avec nous et on leur a dit rejoignez-nous quoi. Super. Parce que ça a super bien fonctionné. On a des stagiaires qui restent après. Enfin, ça c'est le signe que le projet il y a de l'engouement. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça, je trouve que c'est fort de faire ça. Super. Donc ça me plaît et je trouve que c'est le signe que le projet il avance quoi. Rentrons dans le vif du sujet. Comment tu organises tes journées en tant qu'entrepreneur et maman? Voilà, c'est hyper difficile. Je crois qu'il y a personne qui me dit franchement figure in the noise, easy. Non, c'est trop dur. Honnêtement, c'est trop dur. Ouais. C'est trop dur. Mon mari il a changé de travail récemment. Ouais. Donc maintenant il télétravaille. Donc ça a considérablement simplifié notre organisation. Je pense que télétravail ça a sauvé pas mal. Ouais. Donc voilà. Mais honnêtement c'était c'est une organisation millimétrée. C'est des journées ultra timées. C'est très dur. Et moi, je pousse à fond, pour une répartition la plus équitable possible, etc. Et je trouve que depuis que mon mari est en télétravail, je sens aussi un changement dans l'équilibre de notre couple et de l'équilibre dans notre organisation. Et du coup, ça me soulage considérablement en termes d'organisation. Ça, c'était vraiment un plus. Mais honnêtement, entre l'école. Les 3 sont à l'école. Les 3 sont à l'école. Dans la même école. Parce que c'était crèche, école. Mais l'an dernier, parce que tu as 4 ans, donc il y a quelques temps, elle était. Exactement. On avait la crèche et l'école, donc 2 endroits distincts. Donc ça, c'était hyper compliqué. Maintenant, ils sont tous au même endroit. Moi, je pousse à fond pour l'autonomie, c'est-à-dire que là, Arthur, il rentre au collège en 6e. Donc moi, je suis à fond pour qu'il puisse rentrer ou à vélo ou en bus. Alors à vélo, il a pas trop envie, mais en bus, il est d'accord. On se répartit. Il y a 2 soirs où on prend une nounou. Voilà. Moi, j'aime bien quand même être là le soir pour avoir un petit œil qui traîne sur les devoirs, les trucs. Voilà. Et puis la nounou, quand elle vient 2 soirs, elle lance le dîner, quoi. Et mon mari fait tous les matins. Donc mon mari fait tous les matins, on a la nounou 2 soirs par semaine et le reste c'est moi. Mais il est vachement impliqué, c'était ma prochaine question, c'est comment ça se passe avec le papa. Bon, visiblement, étant en télétravail, ça facilite les choses. Avant c'était un petit peu plus compliqué du coup. Ouais, mais il a toujours fait le matin. Honnêtement, c'est toujours été dealé comme ça. Mais c'est sûr, il y a eu un changement de posture quand j'ai arrêté d'enseigner parce que les enfants étaient vraiment habitués à ce que par exemple je parte tout le temps en vacances avec eux. Que je m'occupe de tous les mercredis, etc. Parce que vous aviez le même rythme. Exactement. Et puis en plus, étant enseignante, j'organisais quand même mon travail comme je voulais. Donc à des moments en fait où ils dormaient, ils faisaient la sieste, ils étaient aux activités. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand j'ai un rendez-vous client, j'ai un rendez-vous client, quoi. Donc je peux pas le faire le soir à 22h. C'est évident. Corriger ses copies, oui. Rencontrer un client à 22h, pas possible. Voilà. Donc ça a été difficile même pour mon mari de voir ce changement de rythme. En plus, c'était un milieu qu'il connaissait pas du tout, le monde de la tech, donc ça l'a aussi un peu inquiété. Il travaille dans ça. Là maintenant, il travaille dans une super boîte qui fait de l'économie circulaire. D'accord. Il s'occupe de récupérer des déchets industriels pour en faire des ressources pour des nouvelles sociétés. C'est super ça. Ouais, c'est super. C'est l'effet du confinement. Non, mais il fait ça depuis janvier et j'adore. Super. Ok. Comment tu occupes ton temps libre avec tes enfants, si tu arrives à en trouver? Alors, comment j'occupe mon temps libre avec mes enfants? Alors déjà, mes enfants adorent écrire des histoires, donc pratique. Très pratique. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Moi, je suis quelqu'un aussi, j'adore danser, mais de façon totalement anarchique, c'est-à-dire pas du tout structurée. Donc la plupart du temps, on met
On met de la musique hyper forte dans le salon et on danse. Super. Et puis on a des petits jeux qu'on aime bien faire. C'est par exemple, je sais pas si tu joues à Qui me suit. Ah non. Donc c'est un jeu que je conseille à tout le monde. Oui. Donc c'est un jeu inventé par moi et mes enfants. Ouais. Donc en fait, tu te promènes à la file indienne. Ouais. Et le premier se retourne et dit Qui me suit. Et le deuxième se retourne et dit à l'autre Qui me suit. Et le dernier fait une grimace. D'accord. Donc ça c'est très drôle. Donc on fait ça. On adore jouer aux cartes. Enfin, on fait Bertie, elle adore cuisiner. Enfin, bon. Bien. Mais c'est des choses. Ils sont une fratrie assez solidaire. Ouais. Donc ils font plein de choses ensemble. Voilà. On passe plus du temps ensemble. Je sais pas. Arthur, c'est un fou de jeu de société. Alors là, j'avais commandé un jeu de société qui s'appelle Hôtel. Peut-être que tu y as joué quand tu étais petite. Non, ça me dit rien. En fait, c'est un jeu de société où tu dois acheter des hôtels et c'est comme un Monopoly, mais c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus. Tu perds beaucoup plus vite. Ouais. Donc c'est beaucoup moins long. Ouais, exactement. Donc Arthur est un fou de jeu de société et il adore jouer à Risk et à Monopoly, sauf que c'est 10 fois trop long, tu vois. Enfin, jouer à Risk, c'est juste pas possible. Donc voilà, donc on trouve. J'aime bien aussi jouer au Carouba. Enfin, tu vois, j'aime bien tous ces jeux-là. Enfin, je suis très jeu. Super. Mais du coup, ayant une certaine connaissance de la pédagogie Montessori, est-ce que ça t'aide justement au niveau des activités avec j'avoue que moi, tu sais, je faisais beaucoup de choses Montessori avec mes enfants. Ils ont su. Enfin, Bertie, elle savait lire en moyenne section, tu vois. Enfin, parce qu'en fait, j'adore, tu vois. Ouais. C'est quelque chose qui te passionne. Exactement. J'ai pas l'impression de me dire je fais une activité avec mes enfants. Tu vois, ça m'intéresse vraiment de le faire. Donc je me dis pas. Je pense qu'il faut pas faire les choses de façon forcée, tu vois. Donc je me dis pas tiens, je vais faire une activité avec mes enfants. J'ai envie de tester un nouveau truc, ou j'ai envie de tester un nouveau jeu, ou j'ai envie de. Par exemple, on a une libraire qu'on adore, qu'on appelle Lulu, qui est à Maison Lafitte à côté de chez nous. Ouais. Et en fait, il y a une librairie géniale qui s'appelle Le Chat qui pelote. On adore y aller, tu vois. En plus, on connaît bien Lulu et on y va depuis toujours. Donc genre, on dit allez, on va chez Lulu. Bon, trop bien, tout le monde y va. Super. Et en fait, je me dis pas je vais lire des livres avec eux. Non, ça nous fait vraiment plaisir. C'est vraiment tu vois. un moment à passer. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est super important l'authenticité. Enfin, il y a des trucs moi que j'ai pas envie de faire avec mes enfants. Tu le fais pas. Je les fais pas. Oui. Mais en fait, je pense qu'il y a peut-être des gens qui culpabilisent de se dire il faudrait plus que je lise, fasse de la musique ou je sais pas quoi. Mais en vrai, t'es comme t'es. Enfin, tu vois, moi il y a des choses. Par exemple, je cuisine très mal. Mon mari cuisine très bien, ma mère cuisine très bien. Bon tu vois, Bertie, elle cuisine avec quelqu'un d'autre que moi parce que je sais pas, ça me plaît pas trop, tu vois, donc c'est comme ça. Pourtant, c'est bien, je pense, de cuisiner avec son enfant, tu vois. Oui, c'est sûr, mais bon, si t'as pas envie. C'est ça. On va pas se forcer. C'est ça. Ok. Comment tu gères justement le temps d'écran de tes enfants, étant toi-même ici de ce milieu-là maintenant? Comment tu gères ça avec eux? Est-ce que tu as un temps prédisposé? Ouais, alors on a des règles qui changent tout le temps parce que Arthur est un habile négociateur. Donc on a des règles qui changent tout le temps. Il y a un temps d'écran dédié quand on a fini toutes les activités, donc faire ses devoirs, ranger sa chambre, rendre service, etc. Donc ils ont le droit, je crois que c'est 1h50 ou 2h par semaine. Sachant que il y a des jours je crois que c'est le mercredi, ils ont le droit un peu plus parce qu'évidemment ils ont pas plus d'activités. Et la règle c'est tout passe avant les écrans. Donc par exemple, imagine mamie nous appelle pour aller je sais pas faire des confitures, même s'ils avaient prévu de faire un truc d'écran, ça saute. Ça saute, tu vois. Voilà. Après, ils l'utilisent beaucoup dans leur école parce qu'ils ont une adresse mail. Enfin, je trouve ça très bien, tu vois. Ils apprennent ils apprennent à s'en servir. Arthur il parle avec ses amis sur Hangout. C'est bien, tu vois, c'est une messagerie qui est sécurisée dans l'école. Personne peut l'utiliser en dehors de l'école. C'est bien. Et puis il faut être honnête, ils voient aussi que je suis un peu tout le temps sur mon Mac. Ils comprennent aussi, tu vois, la place de l'écran. La place de l'écran. Voilà, maintenant, ils ont des limites. Moi, je trouve que c'est bien. J'aimerais bien, par exemple, qu'ils apprennent à coder. Surtout mes filles, tu vois, parce que quand je vois le niveau, le nombre de filles qui
qui pensent que c'est pas pour elles, tu vois. Il y a de plus en plus de petites écoles, justement, comme Magic Maker, complètement. qui sensibilisent. Mais ouais, c'est trop important. Et j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je veux... J'avais une autre question par rapport à ça. Oui, tu disais que tes enfants étaient tes meilleurs bêta-testeurs. Fait partie de la communauté des plumiseurs, comme tu les appelles. C'est ça, exactement. En fait, juste te raconter que Thomas faisait des recherches la dernière fois et il me dit non mais attends, c'est pas possible, cet enfant a fait 51 histoires, qui est-ce? Et là il me dit mais attends, c'est Bertie. Je dis oui. En fait même Bertie, elle refait des histoires qu'elle a déjà faites. Ah ouais. Ouais. Donc elle adore. Elle adore et puis voilà, même parfois elle donne son avis sur les histoires. Thomas il rigole, il dit qu'il va appeler sa consultante Bertie quand il a une question. C'est super, ils sont vachement impliqués du coup. Mais en fait c'est rigolo pour eux d'avoir vu que c'est devenu un vrai travail pour moi en fait. C'est pas un simple projet. Exactement. Bertie, au tout début, je les emmenais quand on faisait des tournages, par exemple on tournait des pubs, etc. Ils venaient, tu vois. Donc c'est rigolo. Enfin, on avait là pendant les cahiers de vacances, on a fait beaucoup de vidéos avec Juliette. Et Bertie, elle était enchantée parce qu'on tournait toutes nos vidéos dans un théâtre. Et elle était enchantée de raconter que c'était génial de voir des coulisses. Elle se dit c'est super quoi. Elle voit l'envers du décor. Exactement. Elle voit des choses que peut-être les autres enfants ne voient pas ou ça, elle trouve ça super. Comment conjugue-t-on selon toi ambition professionnelle et maternité? Comment conjugue-t-on? Je sais pas, je pense que c'est la grande question. Je pense que les deux ont leur place. Moi j'ai pas peur de dire que j'ai de l'ambition pour ma société, pour mon produit. J'ai envie qu'on construise avec Thomas le meilleur produit pour faire écrire des enfants, tu vois. Donc pour ça, j'ai besoin des meilleurs clients, j'ai besoin des meilleurs investisseurs, j'ai besoin de la meilleure équipe, tu vois. J'ai de l'ambition, je veux qu'on soit dans plusieurs pays, je veux qu'on ait les meilleures choses. Donc je pense que ça fait pas de moi une moins bonne mère ou je sais pas quoi. Au contraire, je pense que c'est génial d'avoir des enfants qui ont une maman et un papa d'ailleurs, qui a de l'ambition pour ses rêves, qui se sent vraiment épanoui, passionné. Ça les encourage aussi. Mais ça les encourage aussi, moi je trouve, de se dire que voilà, qu'il y a un projet, qu'on peut réaliser ses projets, c'est un super message pour les enfants, quoi. Après l'ambition, c'est pas forcément l'ambition, tu vois, financière. C'est aussi l'ambition de faire ce qui te plaît vraiment, de vivre de t'épanouir, de ta passion. Voilà, je pense que ça c'est important. Et tu vois, c'est marrant parce que la question se pose pas pour les hommes. Donc c'est toujours pour les femmes du coup. Surtout quand elles sont mères, c'est la question qui. Ça apparaît souvent incompatible. Non mais en fait c'est constamment finalement. Parce que en quoi est-ce que ça le serait pas quoi. Tu vois. C'est une question qui ne devrait même pas se poser, mais on se pose tout le temps. Il y a pas de raison que ça le soit pas. C'est ce que nous, malheureusement, le reflet aussi de la société. Mais je suis d'accord avec toi. Voilà, moi moi c'est l'inverse si tu veux, c'est que le fait d'avoir des enfants, ça me donne de l'ambition. C'est souvent ça. Tu vois. Je me dis, je veux que mes enfants déjà, je veux leur donner le meilleur, et je veux aussi qu'ils aient le cadre éducatif le plus stimulant possible. Et un catalyseur du coup, quelque part. Exactement, de se dire justement de se réaliser soi, c'est quelque chose de super quoi. Carrément. Et quelles sont tes sources d'inspiration et de motivation au quotidien? Écoute, là en ce moment j'ai décidé de faire une cure de lecture, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Une cure de lecture, c'est très contente. Écoute, en tant que bonne petite prof de français, la lecture c'est très important pour moi. J'imagine. Et ça fait vraiment partie de mon équilibre de prendre du temps pour lire. Et ces derniers temps, donc surtout avec le confinement, vraiment on avait très peu. J'avais très peu lu, donc là en vacances j'ai lu un livre de 800 pages. De combien? 800 pages. Ah oui, d'accord. Donc en fait personne peut dire que j'ai pas pris de vacances, j'ai des preuves. Voilà.
L'écriture aussi. Ça, c'est un moment d'inspiration très fort. J'aime bien, je suis inscrite à pas mal de newsletters. D'accord. Ça, j'aime bien. Des newsletters en particulier, sur des thématiques particulières? Ouais, des newsletters qui donnent des conseils de lecture, ça, j'aime bien. T'en as une à recommander, par exemple? Attends, qu'est-ce que je peux te recommander? Je sais pas, j'aime bien la newsletter de Alex Dana de Live Ah oui, de la Mentor, ouais, super. Ouais. Je connais celle-là aussi. Voilà, donc celle-ci, je l'aime bien. Donc j'aime bien alterner un livre de fiction à un livre de non-fiction. Donc ça, c'est cool. J'écoute beaucoup de vidéos, enfin je regarde beaucoup de vidéos de marketing. Ça, je trouve que c'est hyper inspirant. Voilà, et puis sinon de toujours essayer de faire des rencontres, de garder du temps pour faire des rencontres. C'est important quand on est entrepreneur. Ouais, ça c'est hyper chouette. Donc tu vois, par exemple, là je me suis dit on cherche un designer en motion design. Et avec le nouveau directeur artistique de Plume, je me pose et tout, et on parlait vraiment de tout et de rien, et puis je lui dis, tu vois, mes projets c'est ça et tout. Et le mec me dit, non mais tu sais qu'un de mes meilleurs potes est designer en motion design. Tu vois, comme quoi. Et ben voilà. Ça crée des opportunités. Exactement. C'est fou. Donc je dis, c'est génial ça. Donne-moi son numéro. Donc voilà, ça j'aime bien. Voilà, je pense qu'on tire beaucoup d'inspiration aussi de son équipe. Souvent, je me dis que, par exemple, il y a des choix qui sont faits dans l'équipe auxquels j'aurais pas souscrit comme ça. Et je me dis, bon, tu vois, c'est à eux de décider parce que finalement, c'est leur expertise. Et souvent, je me dis, hey, mais bonne idée, les gars, en fait. Donc, j'aime bien, tu vois, je me dis que la vie, tu vois, t'apporte des choses auxquelles t'aurais pas forcément pensé. C'est cool, quoi. La fameuse loi de l'attraction aussi. Ouais, j'y crois pas mal, en fait. Je me dis que finalement, les choses se font et que, voilà, c'est bien de te laisser l'opportunité d'être ouvert à ça. C'est chouette. Super. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu souhaiterais améliorer dans ta vie d'entrepreneur? Que ce soit au niveau business ou vie perso. Une baguette magique? Qu'est-ce que je souhaiterais améliorer? Je peux choisir ce que je veux. Ce que tu veux. Il y en a tant que ça? Non, mais justement, c'est plutôt... Je sais pas. Tu sais pas? Honnêtement, je suis assez contente. Je trouve que les choses se déroulent bien, on est entouré de bonnes personnes, qu'on est bien accompagné, que les gens nous rendent bien, tu vois, le travail qu'on produit. Peut-être que j'essaierai de me mettre plus de limites pour... Il y a une qualité que j'envie beaucoup à Thomas, c'est que Thomas, quand il coupe, il coupe. Ça, c'est le grand sujet aussi, la déconnexion. La déconnexion. Donc, par exemple, de me dire... quand je suis en week-end, je suis en week-end. Moi, ça, j'arrive absolument pas à le faire. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas-là. Et c'est vrai que la coupure, c'est... Mais en même temps, je veux dire, quand tu fais une autre activité, c'est à ces moments-là où je trouve qu'on est le plus créatif, tu vois. C'est ça. Mais en fait, les idées viennent toujours au moment le plus inattendu. Je ressens vraiment ça aussi, tu vois. Carrément. Donc, je sais pas comment il fait, Thomas. Il arrive, switch on-off et c'est bon. Exactement. Franchement, la force du mec, je ne sais pas. Je veux bien qu'il nous donne son secret. Non, mais peut-être être plus rigoureuse là-dessus. Bon. Est-ce que tu as des conseils à celles qui souhaitent se lancer? Mais lancez-vous. Go, go, go. Lancez-vous. Non, honnêtement, lancez-vous. Il n'y a pas de raison de pas se lancer, finalement. On est une période où tous les outils sont disponibles. Même pour les plus nuls, j'en suis la parfaite preuve. Ensuite, après une période de crise aussi intense que celle qu'on a vécue, je veux dire, il y a une manne et plein d'opportunités de business à saisir. Carrément. Donc il faut y aller. Et, c'est tellement énergisant en fait de faire le premier pas que finalement le deuxième est moins dur et le troisième encore moins. Et petit à petit. Exactement. Et finalement, après, on se retourne et on est étonné du chemin qu'on a déjà parcouru, quoi. C'est fou.
Quels sont les futurs projets de Plume? Alors, les futurs projets de Plume, là, on travaille très fortement sur de la R&D. Donc, on travaille notamment avec le CNRS pour quantifier la performance de notre application. D'accord. Donc ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et comment ça va s'opérer, ça? En fait, on va être capable de dire, grâce à les X fois où l'enfant a écrit sur Plume, grâce au contenu qu'on lui a proposé, il a progressé de temps sur tel et tel point. C'est des sacrées statistiques, ça. Ouais, c'est du machine learning, en fait. Donc ça, c'est super chouette. Ouais. Enfin, moi, intellectuellement, je trouve ça hyper stimulant. Donc ça me plaît beaucoup. Ouais. Ça, je suis très contente. Et puis, donc ça, c'est un premier projet qui me tient vraiment à cœur. Et puis, on travaille aussi sur tout ce qui est évidemment gamification. Et ça, c'est trop génial. Parce qu'on s'amuse comme des fous là-dessus. Ouais. Donc ça, on est super contents. Et puis, grosse surprise à Noël. Ah, bon, on reste connecté alors. Dernière question, c'est quoi ta représentation d'une maman qui déchire? Une maman qui déchire, j'aime bien la fille, la mère d'en Fais pas ci, fais pas ça. C'est la représentation de la mère complètement débordée, qui est complètement au taquet. Pour moi, la mère qui déchire, c'est une mère qui est hyper absorbée, voilà, à la fois par ses enfants, ses ambitions. C'est une mère qui vit en fait, qui est et je trouve qu'elle déchire parce qu'en fait elle est tout le temps pleine d'humour, enfin elle est toujours au bord de péter les plombs, quoi. Voilà, mais ce sont des gens qui sont hyper authentiques, qui sont hyper drôles. Qui est tout le temps en questionnement sur sa vie professionnelle. Elle lance une entreprise de macramé. Enfin, c'est super rigolo. Pour moi, c'est ça la vie. Voilà, la vie, c'est tourbillonnant, c'est foisonnant, c'est drôle. Voilà. Et moi, j'ai pas envie d'avoir une mère en modèle de mère qui déchire, une super working mom, etc. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui est dans le quotidien, la réalité de la vie. C'est ça. Qui garde quand même un peu le pied sur terre. Ouais, exactement, et qui parle des vraies choses, quoi. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcast pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, MomYouRockFR. À bientôt!